Je vous invite maintenant à avoir l'ambition d'une stratégie data-driven à travers 9 piliers. Voilà, les 2 grands ouvrages qu'ont respectivement publiés récemment et IBM et BPI France. Ce sont leurs 2 représentants qui vont venir en parler justement. Je vous demande d'accueillir Pejman Gohari de BPI France et David Battu d'IBM, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Soyez les bienvenus. Je crois que vous aurez besoin de ça. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous reconnaissez cette photo? Un indice, il y a un lien avec les échecs. Exactement, c'est quand l'ordinateur IBM Deep Blue a battu le champion du monde d'échecs Garry Kasparov. Et cet événement, il a eu lieu en mai 1997, donc il y a tout juste 25 ans. Il y a 25 ans, pour l'intelligence artificielle, c'était les débuts du machine learning, bien loin des travaux actuels sur les foundation models, par exemple. Et en 25 ans, on a vu l'IA arriver dans notre quotidien et transformer aussi beaucoup d'activités au sein des entreprises. IBM publie un index annuel sur l'adoption de l'IA justement par les entreprises. Le dernier, celui de 2022, a été publié il y a une semaine et il indique que 35% des entreprises ont adopté l'IA dans leur activité. C'est un chiffre qui est en constante progression, c'est plus 4 points par rapport à 2021. Néanmoins, ça montre encore la marge potentielle d'adoption et les opportunités d'utilisation de la data et de l'IA au sein de nos entreprises. Il y a également des différences selon les régions et les pays, différences culturelles également et des rythmes d'adoption différents. On voit que dans le peloton de tête, il y a la Chine et l'Inde qui se démarquent nettement et la France est à peu près dans la moyenne des autres pays européens. Quelles sont les barrières que citent les clients dans cet index pour adopter plus largement l'IA? Il y a notamment les ressources et l'expertise technique nécessaires pour ces projets. Il y a également la capacité à garantir une IA éthique et de confiance, on y reviendra un peu plus tard. Et un point très important, c'est la complexité d'accès aux données et l'intégration de ces données au sein d'une entreprise. On voit donc bien l'importance aujourd'hui pour les entreprises d'avoir une stratégie data-driven. Pejman, je sais que tu as beaucoup travaillé et réfléchi sur ce sujet et tu as notamment écrit un ouvrage sur ce thème. Pourquoi avoir choisi d'écrire un livre là-dessus? Très bonne question. Donc, je m'appelle Pejman Gohari, je suis le Chief Data Officer, Chief Data Analytics Officer au sein de BPI France, qui accompagne pas mal d'entreprises au niveau de la place. Et du coup, avant de me lancer dans la transformation data IA au sein de BPI, je me suis posé la question, est-ce qu'on pouvait avoir une approche analytique sur cette transformation? Est-ce que c'était une recette de cuisine ou est-ce que c'était quelque chose qu'on pouvait modéliser? Je vais prendre un exemple précis. Comment ça se fait qu'un chef cuistot, 2 chefs cuistots, de à peu près même trempe, ils vont aller acheter les mêmes ingrédients de qualité au niveau du même marché? Il y en a un qui va bâtir un restaurant 3 étoiles, l'autre, ça va être un simple restaurant. C'est quoi? C'est quelque chose qui est complètement aléatoire ou c'est quelque chose qui est un peu plus analytique? Et du coup, je l'ai ramené sur le terrain de la transformation digitale et data IA pour essayer de craquer. Donc, on a passé 2 ans avec mes 2 autres co-auteurs pour essayer de le modéliser. Voilà. Alors, c'est quoi une entreprise data-driven? Toujours, si on prend l'image, si l'entreprise, c'est le corps humain, le sang, c'est la data. Dans le corps humain, on va trouver des organes essentiels. Chaque organe va avoir son importance, des moments de vie essentiels. Cette donnée doit circuler, des fois très vite, des fois il faut qu'il amène les vitamines qu'il faut, des fois l'énergie qu'il faut, il faut qu'il soit de bonne qualité et fait la différence entre chacune et chacun d'entre nous. Et du coup, à l'image de ça, on a essayé de regarder quels étaient les ingrédients qui étaient clés. Et se dégagent 9 piliers. Tech, data, décision, culture, stratégie, maker, talent, vélocité, client, qu'on évoque dans ce livre pour essayer de craquer qu'est-ce que c'est
une organisation data-driven et comment est-ce qu'on peut s'y atteindre, peu importe les acteurs, les technologies et les moyens qu'on va utiliser. Alors la culture, je pense, est un pilier extrêmement important. On a vu les différences culturelles selon les régions. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce pilier ? Sur chacune de ces piliers, en fait, chaque pilier est un univers. C'est un multivers qu'on a en face de nous dans une transformation. Chaque pilier a son importance. La culture est un des piliers aujourd'hui en France qui est peut-être traité d'une manière moins importante que les autres. Vous pouvez très bien aller copier le code d'IA d'un autre copain, d'une autre organisation. Vous pouvez très bien prendre des use cases que vous avez entendus aujourd'hui, vous allez entendre demain, le répliquer chez vous. La culture, vous n'allez pas pouvoir la répliquer. La culture appartient à votre entreprise, c'est ce qui lie vous, votre dirigeant, les collaborateurs, les fournisseurs, les clients. C'est ça qui détermine en fait le contrat que vous avez, quel est votre ADN de votre entreprise. Et à partir de là, vous allez pouvoir driver votre transformation. Si cet élément n'est pas compris, il faut qu'elle se transforme. On y introduit la culture de la data, on y introduit la culture digitale. Et on s'aperçoit que des organisations, y compris en France, commencent à transformer. Et du coup, ce n'est plus juste un tag qui apparaît sur les sites web ou sur les immeubles, mais si bien ce qu'on appelle les anglo-saxons des business principles, qui sont clés dans les choix et dans les définitions et dans les décisions qu'on est amené à mettre en place. Allez vous balader entre le Google, le Amazon, je suis persuadé chez IBM. Bien sûr. Vous avez des principes clés qui déterminent comment vous recrutez, comment vous prenez une décision stratégique, comment vous allez choisir tel ou tel fournisseur, et ainsi de suite. Alors tu l'as cité, la décision est probablement un autre pilier très intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Vous avez compris que j'aime bien prendre des images à côté. Le médecin. Comment il opérait il y a 50 ans ? Expertise. On allait chez lui. Celui qui était le plus âgé, il a accumulé suffisamment d'années d'expérience pour, à travers quelques questions, essayer de savoir quelle est votre pathologie, essayer d'amener une des meilleures solutions. Prédiction, moyen. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a moins de médecins ? Absolument pas. On est même en pénurie médicale aujourd'hui. Mais par contre, on a des médecins qui sont augmentés. Ça veut dire quoi augmenter ? La donnée, je prends l'IRM. Je ne vais pas prendre l'analyse de sang. L'IRM, l'ensemble des scanners. Un bon médecin va mettre du temps à acquérir la lecture qu'il faut avoir sur le scanner. L'IA va permettre d'analyser des centaines, des milliers d'analyses et de savoir que ce point apparaissant à cet endroit est prédictif parce que, en probabilité, d'autres clients ont développé une pathologie. Et donc, ça lui amène un élément clé de prendre la bonne décision. Tout à l'heure, c'était évoqué dans les démonstrations que j'ai vues, comment est-ce que les décisions étaient basées sur la donnée. Dans vos organisations, posez-vous la question, comment les décisions sont prises ? Si c'est un expert qui prend les décisions, c'est très bien. Si c'est un expert qui prend en s'appuyant sur les données venant du terrain, bravo. On commence à atteindre une espèce de Graal de devenir une organisation data-driven et pouvoir commencer à amener ces transformations. Du coup, la donnée n'est plus un problème, devient un enabler. Qu'il ait des problèmes de qualité, qu'il ait des problèmes de gouvernance, qu'on doit y travailler, tant mieux. On est là pour ça et c'est un vrai challenge. Mais par contre, ça devient un enabler parce que c'est utilisé par les organes sensibles de l'organisation. Et on sait les bonnes solutions qu'il faut apporter. Merci Pejman, c'était extrêmement clair. On le voit, pour pouvoir prendre des données et des décisions basées sur des données et sur, par exemple, des propositions faites par une intelligence artificielle, se pose la question de la confiance. On l'avait dit en introduction également, c'est une des barrières potentielles à une adoption plus large de l'IA. Aujourd'hui, ce sujet de l'IA, de confiance, de l'IA éthique est clé. IBM a publié le 14 avril dernier une étude spécifique sur le sujet. On a interrogé 1200 personnes à travers le monde, des cadres dirigeants de différentes industries et de plus de 22 pays sur ce thème. Je vais vous donner 3 findings qui sont vraiment clés par rapport à cette étude. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, ce thème est vraiment devenu un sujet pour les directions générales des entreprises. C'est ce que nous disent 80% des personnes interrogées, et il n'était que 15% à dire la même chose en 2018. Donc il y a eu un shift extrêmement fort ces dernières années
sur l'importance de ce sujet et la maturité de ce thème au sein de l'entreprise. Alors pourquoi c'est un sujet de direction générale? C'est aussi parce que les entreprises perçoivent l'IA de confiance comme une valeur potentielle et un différenciateur compétitif également sur le marché. Enfin, il y a un consensus pour dire qu'il faut garantir une IA de confiance, une IA éthique, et embarquer des technologies le permettant dans nos développements de projets d'intelligence artificielle. Néanmoins, seul un quart des entreprises aujourd'hui déclarent avoir adopté ces technologies. Alors, quand on parle d'IA de confiance, il y a bien sûr différentes facettes et différentes dimensions. Et l'apport technologique pour aider sur ces dimensions, il y en a notamment 4 importantes. C'est l'équité, l'explicabilité, la transparence et enfin la robustesse. Je vais vous donner un exemple, c'est celle d'une grande banque internationale américaine, une des plus grandes banques aux US, qui travaille avec IBM depuis plusieurs années sur ce sujet et qui aujourd'hui monitore en temps réel plus de 200 modèles dans l'entreprise à travers un stack technologique qu'ils appellent de Trusted AI qui permet justement de prendre en compte les 4 dimensions que l'on a vues précédemment sur l'ensemble de ces 2000 modèles. Et ce qui est très important, je pense, c'est qu'ils ont créé une réelle gouvernance autour de l'IA. Et cette gouvernance qui permet d'apporter les évidences. Mathieu Olivier a cité tout à l'heure l'IA Act qui est en train d'arriver au niveau européen. Donc c'est extrêmement important d'avoir la capacité d'apporter aussi la preuve et les évidences du fonctionnement de cette IA, éviter la boîte noire, comme ça a été également dit. Et donc, pouvoir donner à travers cette gouvernance de l'IA l'ensemble des informations et des évidences nécessaires, aussi bien aux interlocuteurs métiers que IT au sein de l'entreprise. Ce qu'on est en train d'évoquer, c'est comment est-ce qu'on va passer de l'IA assistée à l'IA augmentée, intelligence augmentée et intelligence autonome, qui est le step supérieur. Et on a besoin de chacune de ces étapes. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on atteigne l'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'on amène la donnée avec la bonne décision, avec les bons calculs qui vont bien pour qu'on prenne les bonnes décisions. Mais du coup, si cette confiance n'est pas au rendez-vous, toi tu as évoqué le fait que les patrons sont sensibles, les clients sont encore plus sensibles. Ils s'appuient sur une vraie confiance. Je vous amène encore sur le terrain culinaire. Vous allez dans un restaurant, vous voulez un plat full végétarien. Vous le choisissez. La sauce. Si la sauce a un ingrédient qui est à base animale, la confiance est rompue. Vous n'allez pas vous amuser à vous trimballer avec de petits laboratoires d'essai pour essayer de vérifier si c'est conforme ou pas. C'est une relation de confiance que vous bâtissez. Et ben, c'est exactement de ça qu'on a besoin. Pourquoi il y a de confiance? Pour que, entre chacun des partenaires, écosystème réuni ici, et à travers des clients, on puisse s'appuyer, on puisse se faire confiance, et du coup, ça ne soit pas un château de cartes, mais quelque chose de bien robuste qu'on est en train de bâtir pour l'ensemble de l'écosystème. Merci Pejman. L'analogie culinaire marche à tous les coups et est très utile dans la démonstration autour de la data et de l'IA. Pour conclure, on l'a vu, l'importance pour les entreprises d'avoir une stratégie et une culture data-driven, l'importance de la confiance dans ces projets et dans la mise en place de l'IA. On se propose de vous accompagner sur ces sujets. Chez IBM, nous avons des experts et notamment une équipe dédiée pour mettre en place avec nos clients des MVP de manière très rapide pour démontrer justement l'apport de la technologie dans la mise en place d'une IA de confiance autour d'un cas d'usage propre à chaque entreprise et donc la co-création de cette solution. Et Pejman, je te laisse dire 2 mots en conclusion sur le nouvel horizon de la transformation digitale. La vocation de ce livre alors l'ensemble je le dis par rapport à mes 2 autres co-auteurs, donc l'ensemble des recettes vont être déversées à des associations caritatives. L'objectif en fait c'était de partager une connaissance commune et on serait ravis que quelque part il y ait des relais. On puisse trouver un écosystème et que vous alliez challenger aussi derrière parce qu'il y a une histoire qui va se continuer, parce qu'il y a une transformation, on a parlé de transformation digitale data, climatique, on va le vivre durement, d'autres transformations qu'on va vivre et tout ça tourne auprès des mêmes ingrédients et c'est important qu'on puisse les partager en termes de bonnes pratiques, donc voilà, merci pour la communauté. Merci beaucoup Pejman, merci à tous. Merci.